Bonjour à tout le monde, on va commencer. Il est pile l'heure. Merci pour votre temps et pour assister à cette conférence en fin des 2 jours. Je suis Olivier Maire, je m'occupe des opérations Europe chez 360 Learning. Donc je couvre en fait les équipes France, Angleterre et Allemagne pour commercial, dans une phase de vente, et puis les équipes également de Customer Success qui travaillent avec nos clients pour les aider en fait à valoriser et à optimiser l'usage qu'ils ont de la plateforme. Je vais faire une présentation aujourd'hui sur ce qu'on appelle le collaborative learning et comment est-ce que le collaborative learning aide les organisations, les entreprises à, on va dire, à devenir des organisations apprenantes, mais au-delà des, au-delà des mots un peu banals. Comment est-ce que le collaborative learning aide à adresser en fait des enjeux de gestion des compétences et de guerre des talents. Et c'est ce sujet-là en fait que je voudrais partager avec vous pendant la petite demi-heure qu'on va passer ensemble. Quelques mots sur 360 Learning. On est éditeur de logiciels. Donc on édite une plateforme de learning, un LMS, une plateforme digital learning. On a aujourd'hui 1700 clients, même un peu plus, dans le monde entier, sur l'Europe, sur une plaque américaine. On est 400 personnes et on a une actualité de croissance extrêmement forte, soutenue par des levées de fonds qu'on a faites, dont la plus récente, milieu de l'année dernière, assez grosse, de 200 millions, et soutenue également par notre développement commercial et l'adéquation entre justement la vision qu'on propose, le collaborative learning, et les besoins des entreprises. Donc c'est ces 1700 clients, ces 400 personnes, et finalement ce que je vais partager avec vous, c'est un peu le retour de ce que nous disent nos clients, de la vision que nous on a poussée, mais aussi surtout de ce que nous disent nos clients et de la façon dont ils l'implémentent et de la façon dont on voit qu'ils le mettent en œuvre. Alors pour commencer, c'est toujours bien de prendre quelques exemples un peu révélateurs, un peu emblématiques. Je vais prendre 3 grandes entreprises qui se sont emparées en fait de ce concept de comment est-ce qu'on peut apprendre de ses pairs, comment est-ce qu'on peut partager l'expertise, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour apprendre. Alors, le collaborative learning, c'est ça, c'est travailler ensemble, collaborer pour apprendre en fait des autres. Donc premier exemple, Google, sur le fait de mettre en avant en fait les équipes en interne et en externe qui sont derrière les innovations. Qu'est-ce qui est intéressant là? En fait, c'est que on a tous besoin, quand on apprend, de savoir de qui on apprend en fait. On est plus en confiance d'apprendre quand on connaît les personnes, ou même si on ne les connaît pas, quand on est capable d'évaluer en fait la pertinence de la personne qui nous délivre un apprentissage. Donc quand on fait du digital learning, c'est super, on est autonome, on le fait par nous-mêmes, on gère son temps, etc. Il y a tout un tas d'avantages et de bénéfices. Mais on cherche quand même à savoir en fait finalement ce que je suis en train d'apprendre, d'où est-ce que ça vient. Comme quand je suis dans une salle physique où j'ai un formateur devant moi, une formatrice, en fait je peux toucher cette personne et c'est extrêmement important dans mon expérience d'apprentissage. Donc ça c'est un premier élément, apprendre des autres et savoir de qui on apprend en fait. Deuxième exemple, McDonald's. Et comment est-ce que j'apprends des autres, j'apprends aux autres, comment est-ce que j'en fais en fait un élément à la fois de recrutement, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas inintéressant, comment est-ce que j'en fais aussi un élément en fait de ma culture d'entreprise, comment est-ce que j'en fais un élément de la motivation en fait de mes équipes, au-delà même de la performance de mes équipes et au-delà même des gestes que j'apprends par ce biais-là. Et puis troisième exemple, autre entreprise célèbre évidemment avec Tesla. Tesla c'est une vision, la voiture électrique, mais c'est aussi un défi technique et technologique pour arriver à construire des usines, pour arriver à construire des voitures, pour arriver aujourd'hui à construire 1,5 million de voitures, c'est pas rien. Et on a oublié, mais au fil des années, il y avait beaucoup d'articles pour dire là, ils n'arrivent pas à produire des voitures, ils n'arrivent pas à faire les usines, ils n'arrivent pas à résoudre tel problème technique. Bon, parce que c'est un vrai enjeu de construire des voitures. C'est un vrai défi technique de construire des voitures. Donc il y avait un vrai défi pour une entreprise comme Tesla, fut-elle visionnaire, fut-elle avec un management emblématique et compétent. Il y avait un vrai défi d'acquisition des compétences et de diffusion en fait, de ces compétences à grande échelle. Okay.
et la circulation de l'expertise et de ses compétences au sein de Tesla, bah, c'est aussi un élément qui leur a permis, dans un laps de temps extrêmement court, de relever en fait ce défi technologique. Okay. Donc au travers de ces 3 exemples, ce que je veux souligner là, c'est que le sujet de la formation, nous on aime vraiment bien l'aborder au regard de ce sujet des compétences. Et derrière le sujet des compétences, le sujet de la performance individuelle et collective en fait, des organisations. Et de connecter en fait, la formation aux vrais enjeux métiers et à ce dont les équipes métiers ont réellement besoin. Et de dépasser l'enjeu de la formation d'une vision de compliance, de formation obligatoire, bon, qui fait que du coup, on coche les cases, mais on ne va pas forcément beaucoup plus loin. Et de le retracer du coup dans un certain nombre de sujets qui sont là aussi, qui font l'actualité, qui ne sont pas complètement nouveaux, mais qui ont pris ces derniers trimestres quand même une place encore plus importante. Sur la guerre des talents, sur la difficulté et l'enjeu qu'il y a à garder en fait, ses experts et ses talents, sur la difficulté qu'il y a à acquérir les bonnes compétences pour répondre aux enjeux, aux besoins des clients et aux demandes des clients. Et qu'on soit une petite entreprise ou une grande entreprise ou une très grande entreprise, on est confronté à ces enjeux. La seule chose qui change, c'est l'échelle à laquelle on est confronté, mais on est confronté exactement aux mêmes difficultés. Dans l'automobile, avant même de parler d'électrique, il y a eu une première révolution, qu'on est passé de la mécanique à l'électronique, qui fait que des entreprises comme Valeo, par exemple, qui ont 20 000 chercheurs, il y a 10 ans, ils avaient 20 000 chercheurs en mécanicien, en optique. Et aujourd'hui, en fait, sur les 20 000 chercheurs, il y a 10 000 développeurs de logiciels. D'accord ? Alors, il a fallu les recruter, j'imagine. Mais ça veut dire que si toute l'entreprise et toute l'organisation de chez Valeo a dû apprendre à dire, OK, quand je fais un équipement automobile, qui finalement délivre toujours la même fonction, qui est d'éclairer ou de freiner, ou je sais pas quoi, en fait, il faut pas que je parle non plus simplement à des mécaniciens ou à des opticiens, enfin des gens d'optique, il va falloir que je parle aussi à des développeurs informatiques. Donc on imagine la façon dont les compétences, pour répondre tout simplement au marché et aux besoins d'innovation, ont dû bouger, et la façon dont il a fallu former des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes à ces sujets-là. Je prends l'exemple là parce que je le connais bien, je travaille avec eux là-dessus, mais il y en a plein évidemment en fait, et dans plein d'entreprises comme ça. Donc l'innovation, les talents, dans le recrutement, dans la fidélisation. Et du coup, le schéma classique de la formation, il n'est pas adapté en fait pour répondre à ces enjeux. Il n'a pas été construit pour être capable de manière dynamique et agile d'aider les équipes à évoluer dans leurs besoins de compétences. Et avec le collaborative learning, on pense qu'on a une meilleure réponse. Nous, on a construit un outil pour faire ça, mais au-delà même de l'outil, c'est d'abord une approche et d'abord une vision de cet apprentissage collaboratif dans lequel on croit. Et c'est un vrai changement de paradigme. Alors, ce n'est pas forcément obligé de se faire en un jour, ce n'est pas forcément obligé de repartir de zéro d'une feuille blanche, mais en tout cas, c'est un changement significatif pour changer aussi d'objectif. C'est passer d'une vision où je fais de la formation parce que je dois en faire. Alors, je dois en faire en France parce que j'ai 1%. Je dois en faire dans des métiers régulés parce que c'est la compliance. Je dois en faire parce que ça fait bien. J'en fais parce que j'aide mes équipes à être plus efficaces dans leur job. D'accord ? Donc on passe d'un schéma descendant où on a du coup une équipe centralisée, une équipe centrale avec un process central qui va construire et définir ce plan de formation, ces besoins de formation, éventuellement en les collectant, mais en les collectant une fois par an d'une manière qui va être finalement assez rigide et assez statique, et qui va ensuite le diffuser sur l'organisation, mais un process donc qui ne va pas coller en fait aux besoins réels des différents métiers de l'entreprise, qui forcément ne va pas générer beaucoup d'engagement. On cherche, quand on veut avoir un outil, à se dire on veut un outil qui génère de l'engagement. En fait, l'outil par lui-même va générer un peu d'engagement parce qu'il propose une UX, une expérience qui va être à l'état de l'art de ce qu'on veut faire, et c'est indispensable. Mais nous, notre conviction, c'est qu'on génère de l'engagement parce qu'on amène les bons contenus et les bonnes formations aux équipes. Okay ? Et ça, ce n'est pas dans ce schéma descendant en fait, qu'on va pouvoir le faire. Le schéma de collaborative learning, c'est un schéma dans lequel on renverse un peu la pyramide
ou plus exactement, on aplatit en fait cette pyramide et on connecte les gens qui ont l'expertise avec les gens qui ont besoin de cette expertise. Et on permet à ces experts de collaborer avec des équipes qui ont une compétence pédagogique pour produire les bons cours et pour les diffuser aux personnes, pour répondre aux enjeux dont ils ont aux besoins de formation dont ils ont réellement besoin dans leur métier. Qui par définition ne sont pas statiques, qui par définition, ce n'est pas une fois par an, le 1er janvier, où je dis ce dont j'ai besoin. En fait, de manière continue, je vais évoluer dans ce dont je vais avoir besoin. Et le collaborative learning, c'est ça. C'est la capacité, en fait, à passer d'un schéma assez rigide, statique, à un schéma dynamique, où j'ai la capacité, en fait, très rapidement et très facilement de mobiliser, d'identifier, de mobiliser des experts pour répondre à un besoin de formation d'une équipe métier. Et évidemment, de le faire à l'échelle de l'entreprise, pas juste localement, de temps en temps. De pouvoir industrialiser ce schéma-là pour le faire à l'échelle de l'entreprise. Et ça, on le fait sur 1700 clients. On le fait avec des petites entreprises de 100, 200, 300 salariés. Et on le fait avec des énormes entreprises de 100 000 ou de 200 000 salariés. C'est un peu plus complexe, pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est un peu plus complexe, mais c'est le même principe en fait qu'on met en œuvre à chaque fois. Et la finalité, c'est bien de s'adapter aux compétences, enfin aux besoins de compétences, d'accord? Donc c'est bien, je suis connecté directement sur le métier, et au travers de ça, eh bien, je vais répondre aux besoins de compétences des équipes, et je ne vais pas y répondre non plus au travers d'un référentiel de compétences, par exemple, que je définirai une fois pour toutes, et puis j'aurais mis tellement de temps à le définir que je ne vais plus y toucher pendant 10 ans. Non. Parce que ça non plus, en fait, ça ne va pas me permettre de répondre à la façon dont mon métier évolue, dont mes clients, les attentes de mes clients évoluent. Je vais rentrer dans quelque chose où je vais directement connecter les besoins avec l'offre. Alors pour faire ça, il y a quelques petites questions sur lesquelles il faut se pencher. On a listé 5 principales, on va dire. La première, c'est, vous avez compris, basée sur une logique où on a identifié des experts. Enfin, on a des experts qui produisent du contenu. Donc ces experts, il faut les identifier. Il faut les identifier, il faut les animer, il faut les motiver, il faut les valoriser pour qu'ils aient envie, en fait, de rentrer dans ce processus et qu'ils aient envie de partager leurs connaissances et leurs compétences. Et ils vont être très contents de le faire. Parce que quand on est expert et qu'on sait faire quelque chose, il n'y a rien de plus gratifiant que de le communiquer à d'autres personnes et de le partager à d'autres personnes. On est tous pareils. On adore qu'on vienne se voir en disant « il y a un truc que tu sais faire, est-ce que tu peux me l'apprendre ?» Bien sûr, je vais te l'apprendre, évidemment. Bon. Donc il y a un peu de marketing, un peu de communication, un peu d'animation de cette communauté. Et par rapport au sujet de la guerre des talents, par rapport au fait de retenir les gens qui ont cette expertise, eh ben c'est un levier, ce n'est pas évidemment la réponse unique, mais c'est un levier que vous amenez pour valoriser ces personnes et leur dire « tu as une place spéciale dans mon entreprise, donc reste chez moi ». Parce que chez moi, tu vas faire quelque chose d'autre que tu ne fais pas chez les autres. Pardon. La deuxième question, c'est comment est-ce que j'arrive à collecter en fait, ces besoins de formation. Donc comment est-ce que dynamiquement, je passe d'une logique un peu d'un plan de formation annuel à une logique où en continu, je permets aux personnes d'exprimer en fait des besoins de compétences, des demandes d'exprimer des besoins et de faire des demandes de formation ou de compétences. Alors c'est pas tout à fait le fait de dire les gens s'inscrivent pour dire je veux faire une formation en anglais. Ça c'est l'acte final, on va dire. C'est plutôt de se dire j'ai besoin en fait de vendre à l'international. Est-ce que quelqu'un peut me produire un cours pour vendre tel produit dans tel pays? Et peut-être que là-dedans, il viendra le sujet de la langue qui est parlée, mais il y aura peut-être aussi le sujet de la façon dont on parle à des Anglais, qui n'est pas la même façon dont on parle à des Français ou à des Allemands, la façon dont on parle de ce produit, qui n'est peut-être pas la même façon de parler de ça, la façon dont on a des préjugés, etc. Enfin, tout un tas de choses qui vont arriver, que des experts commerciaux vont maîtriser et qui vont pouvoir transférer à ces personnes-là. Le troisième sujet, c'est on a des experts, on a identifié des besoins. Il faut permettre à ces experts de créer facilement, en fait, de matérialiser facilement en fait, cette expertise qu'ils ont pour répondre aux besoins de formation qui a été exprimé. Donc il faut leur donner des outils de création
qui soit extrêmement facile à manipuler parce qu'ils ne vont pas non plus passer leur vie à créer des cours. Donc, quand ils y vont, il ne faut pas qu'ils repassent par une phase d'apprentissage de l'outil ou reprendre un manuel de 50 pages pour comprendre en fait comment on va créer un contenu. Donc, il faut qu'ils puissent rentrer extrêmement facilement là-dedans. Quatrième point, c'est une objection qu'on entend souvent quand on explique ça. C'est de dire, ok, c'est super, les experts, mais bon, les experts, ils ne savent pas former, en fait. Il y a besoin d'un vrai formateur, de quelqu'un dont c'est le métier de former, quoi. Et c'est vrai, c'est un métier de former, c'est un métier de savoir comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on partage une connaissance ou une compétence. Et pour nous, la réponse, ce n'est pas l'expert ou le formateur, c'est la capacité, en fait, à faire collaborer les experts et les formateurs et les gens de la formation pour qu'ensemble, ils construisent le bon cours. L'expert amène le contenu, et puis le formateur, il amène un peu le packaging, on va dire, hein, la forme, l'expertise pédagogique, la façon de décliner tout ça. Et donc faire collaborer ces gens ensemble, bah, c'est extrêmement important. Ça pose un sujet d'outils, ça pose aussi des sujets de process, de gouvernance et de nouveau d'animation en fait, de ces process-là. Encore une fois, à l'échelle d'une entreprise de 100 000 personnes, bah, c'est tout un tas de comités qui doivent se mettre en place, c'est normal, c'est gros. Et à l'échelle d'une petite entreprise, bah, c'est quelques règles qui sont définies, qui permettent de mettre en place ce schéma-là extrêmement facilement. Et le dernier point, bah, c'est que tout ça, ça ne doit pas se faire, évidemment, hein, vous en doutez, avec, malheureusement, peut-être, avec des moyens extensibles à l'infini. On ne peut pas scaler les équipes de formation de manière infinie. Donc on a besoin quelque part d'arriver à réduire en fait leur charge. Et c'est là que la technologie évidemment est extrêmement importante pour automatiser, pour industrialiser, templétiser un maximum de choses, pour éviter d'avoir à refaire toujours les mêmes choses. Et donc au global, être capable de produire plus, de meilleure qualité, sans forcément avoir une augmentation linéaire de ces ressources. Donc ça, c'est les questions en fait, qui se posent et qu'il faut se poser en fait, quand on veut rentrer dans cette logique-là. Et chaque entreprise y apporte évidemment ses propres réponses dans sa mise en œuvre. Du coup, par rapport à ce principe de collaborative learning, d'apprentissage collaboratif, d'organisation apprenante, hein, ben on va au-delà en fait, de ce qu'on pourrait traditionnellement peut-être ou classiquement appeler un LMS. Quand on veut un LMS, on cherche à traiter des use cases, vous avez à gauche, et puis des contenus. Bon, voilà, on se dit j'ai des contenus, je les mets dans le LMS, ça va me traiter un certain nombre de choses, et puis voilà, j'ai fait le job. Et c'est un premier niveau de réponse. Quand je n'ai pas d'outils, quand je veux digitaliser mes approches de formation, ben, il faut bien commencer quelque part. Mais de notre point de vue, c'est qu'une partie de la réponse, vous avez compris. Il faut traiter l'ensemble des use cases. Il faut être capable de traiter les différents moments de vie en fait, du collaborateur et dans les différentes situations où il a besoin d'apprendre quelque chose. Il faut être capable de lui amener des contenus qui vont être produits par des experts. Certains vont venir sur étagère. Il n'y a aucun, évidemment, si je veux faire une formation à Excel, je ne vais peut-être pas me réinventer ma formation à Excel ou à l'anglais. Mais bah, il va falloir au milieu en fait, mettre ces différents composants dont j'ai parlé tout à l'heure sur mes experts que je vais donc embarquer en fait, dans ma plateforme qui vont pouvoir collaborer avec mes équipes formation pour créer des contenus, assurer un process on va dire de qualité sur ce qui est délivré, mesurer, avoir des boucles retour qui permettent aux apprenants d'indiquer en fait la pertinence de ces formations qu'ils suivent et de pouvoir le faire de manière continue, dynamique et d'avoir des boucles retour entre une personne qui apprend et l'expert en fait qui a donné la connaissance. Exactement comme on le fait dans une salle de formation quand on est devant le formateur. On lui dit en temps réel, j'ai pas compris ton cours, on lui dit est-ce que tu peux me réexpliquer ça, on lui dit là c'est pas clair, là en fait c'est même pas bon, ce que tu racontes c'est même pas bon, là nous on fait pas comme ça, etc. Bah, comment j'arrive à digitaliser ça en fait aussi? Comment j'arrive à capter cette boucle retour pour pouvoir de manière vertueuse en fait alimenter ce système? Parce que c'est gentil de mettre des experts, c'est gentil de les faire produire,
Mais si je n'ai pas en fait, le retour de mon client interne, hein, comme un client final qui exprimerait que le produit n'est pas bon en le rendant, en le renvoyant ou en mettant une plainte, bah, c'est un peu la même chose en fait, avec des formations. Et on arrive du coup à boucler la boucle et à s'assurer qu'on produit les bonnes formations qui répondent aux besoins et on mesure évidemment la pertinence de ce qu'on a produit. Pour finir et puis prendre quelques questions s'il y en a, comment est-ce que ça s'applique? Je passais un peu de temps sur on va dire un peu une partie conceptuelle, quoi. Bah, ça s'applique sur tous les moments de vie en fait, du collaborateur. Je parlais des use cases tout à l'heure. Ça démarre même avec certains de nos clients avant le recrutement, le pré-boarding. D'accord. Ça continue sur l'onboarding, qui est une phase extrêmement critique. Je pense qu'on a tous vécu, hein, de façon diverses et variées dans les entreprises où on a été. L'onboarding, c'est un moment clé. C'est un moment clé pour faire en sorte que les personnes soient compétentes dans leur poste le plus rapidement possible, qu'elles aient les bonnes compétences, qu'elles aient la bonne expérience. Dans un marché du travail tel qu'il est aujourd'hui, qui est extrêmement tendu, donner une mauvaise expérience à l'onboarding, c'est augmenter en fait le churn de ses employés dans cette première phase-là, très clairement. Hein. Et on a des clients qui utilisent et qui nous appellent pour répondre à cette problématique-là. Et ensuite, c'est tout ce qui est montée de compétences, évolution des compétences, changement des compétences, donc de mobilité interne, de promotion, au travers pour lesquels on va pouvoir appliquer ce collaborative learning. Donc ce n'est pas ponctuellement, c'est l'ensemble des moments de vie en fait, des salariés où ils ont besoin d'acquérir une compétence, où on va pouvoir mobiliser les bonnes ressources pour pouvoir leur amener ces compétences. Qu'est-ce qu'on obtient en termes de résultats? On obtient, et ça c'est des données que nous on capture dans 360 Learning, hein, donc c'est une synthèse, on va dire, enfin un résumé agrégé de nos 1700 clients. Il y a 3 types de bénéfices. Le premier, c'est l'impact des formations. Donc nous on mesure l'impact des formations tel qu'il est exprimé par les salariés, et on a des impacts qui sont en moyenne à plus de 95%. Sur l'impact de la formation dans, non pas est-ce que ça vous a plu, c'est est-ce que cette formation est utile dans votre métier. Donc est-ce qu'elle vous permet de faire votre métier d'une meilleure façon, à 95%. Le deuxième, que j'aime beaucoup, c'est la vitesse à laquelle je suis capable de répondre aux besoins de mes métiers. Je passe d'une logique de trimestre, d'année, à une logique de semaine, littéralement, vraiment, parce que je mets en place cette logique dynamique, agile. Hein. C'est comme les développements informatiques. Avant, on avait des développements informatiques on faisait un cahier des charges, on attendait 6 mois, on avait un truc, voilà, on avait un an pour un système. Bon, ça c'est fini. On fait du développement agile et donc tous les 15 jours, hop, on a quelque chose, on a un feature qui arrive. Là, c'est un peu pareil. Et puis la troisième chose, c'est l'engagement, le taux de complétion, où on a des taux de complétion à plus de 90%. Oui, parce que l'interface est extrêmement ergonomique, extrêmement facile de prise en main, parce qu'elle est mobile, donc je peux avoir une expérience multi-device. Mais fondamentalement, parce qu'on amène, nos clients, les équipes de nos clients amènent via la plateforme les contenus de formation dont les équipes ont besoin. Et donc, forcément, qu'elles suivent. Pour finir, c'est aussi une adaptation des rôles des personnes, des rôles des équipes RH et formation, où on passe d'un rôle de producteur centralisé à un rôle de coordinateur, de chef d'orchestre, dans lequel mon job n'est pas d'envoyer des emails pour dire « t'as pas fait la formation ». Je peux même déléguer ça en fait à des managers, mais dans lequel mon rôle est d'arriver à collecter des besoins, à orchestrer un réseau d'experts pour leur faire produire les bons contenus. Voilà sur cette présentation. Et donc ça, c'est ce qu'est 360 Learning. Hein. C'est une plateforme qui met en fait en musique et qui permet d'automatiser, d'industrialiser, de matérialiser en fait ce concept qui est finalement pas si nouveau que ça. Hein. Ça fait longtemps que ça existe. Nous, on l'a pris et on a essayé de le rendre, de lui donner corps et vie au travers de la plateforme. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions ? Il faut parler fort.
Donc la question était, est-ce que c'est utile, pertinent de donner des incentives en fait, aux communautés d'experts pour faire le truc. Ça peut faire partie des réponses que chaque entreprise apporte. On a des clients qui le font, qui effectivement donnent des incentives. Plus fondamentalement, ce qu'on voit, c'est que le simple fait de matérialiser cette communauté d'experts, c'est un peu le maillot, quoi. J'ai le maillot, je suis dans cette communauté. De la matérialiser, de l'animer, de la valoriser, au sens de communiquer autour. C'est ça en fait qui fait que les gens rentrent dans cette communauté et que quand ça marche bien, voire même tapent à la porte en fait pour y rentrer en disant hey, moi aussi je suis expert, moi aussi je veux le maillot, moi aussi je veux qu'on me valorise dans mon rôle et dans mon expertise. Une autre question peut-être, dernière? Sinon je suis à disposition pour pouvoir en parler. Merci.